j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Guéguen. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes chef de projet Éco-Rénovons Paris à la ville de Paris. Et Frédéric Delomeau. Bonjour Frédéric. Bonjour. Voilà, tu es directeur habitat et rénovation à l'agence parisienne du climat. Grand plaisir de vous avoir ensemble et tous les deux pour cette conférence. On avait dit peut-être, pour commencer, je vous propose de faire un petit tour de table pour présenter vos structures respectives et qui vous êtes. Tu commences, Frédéric? Vas-y Antoine, je t'en prie. Ouais. Et puis après, on Donc, rentrera plus dans le sujet, hein. ouais. Donc, Antoine Guéguen, je travaille à la ville de Paris, à la direction du logement et de l'habitat. Et dans mon équipe, on s'occupe de rénovation énergétique et environnementale, que ce soit pour le parc privé ou le parc social. Donc, on met en place des dispositifs pour que la rénovation puisse se faire le mieux possible, à la fois avec un accompagnement très poussé des copropriétés, puis des financements pour les travaux et pour les études. Voilà. Très Globalement, bien. c'est ce qu'on fait. Frédéric? Eh bien, quelques mots sur l'Agence parisienne du climat, l'APC, comme on nous appelle bien souvent. Ça fait 10 ans que l'agence existe. Notre job, c'est d'être au contact des Parisiennes et Parisiens pour les aider à agir en faveur de l'environnement en général et en particulier de la transition énergétique. Donc, on est avant tout au service du public. On apporte à ce public, alors d'une part, on va au-devant de ce public pour le sensibiliser sur les sujets de l'énergie, du climat, ces grands sujets environnementaux. Et puis après, on passe surtout beaucoup de temps à conseiller, accompagner ces Parisiennes et Parisiens, donc tant les habitants du territoire que les personnes qui y travaillent, donc les entreprises. L'idée, c'est de constater que si on veut vraiment changer sur ces sujets-là, il faut que chacun saisisse les marges de manœuvre qu'il a à sa portée. Et donc, du coup, on passe une bonne partie de notre activité en conseil et en accompagnement des copropriétaires. Donc, tout copropriétaire ou syndic qui souhaite avancer sur les sujets de rénovation énergétique, de baisse des charges, peut nous contacter et on va lui apporter un conseil technique, financier, et on oriente vers des professionnels. Voilà, c'est ce qu'on appelle. Alors, ça, c'est pour l'activité de la PCA à Paris et on est inscrit dans un réseau qui s'appelle le réseau FAIR ou le réseau France Rénov. On y reviendra bientôt. Ce qui veut dire qu'on a des collègues partout en France qui réalisent le même type d'activité. Voilà, merci Frédéric pour cette première présentation. Alors on avait dit pour commencer, Antoine, de peut-être qu'on fasse un petit cadrage sur les enjeux de la ville. On avait parlé le CAP, alors peut-être décrire ce que c'est le CAP et puis également c'est quoi les bilans, les perspectives. Bon, enfin le plan climat, je vous mets tout ça ensemble, mais voilà, si vous pouviez Ouais. commencer sur ce sujet pour nous donner un peu des enjeux, oui. Ouais, donc ce qui est bien, c'est que la ville de Paris s'est fixé une feuille de route pour la rénovation énergétique de son parc, que ce soit le parc social ou le parc privé, en 2018 à travers le plan climat qui trace des perspectives jusqu'à 2050. Donc, on a le plan jusqu'à 2050, si on peut dire. Et donc, ce que ça entraîne, c'est que pour la rénovation du parc privé, il va falloir que la ville de Paris, dans son ensemble, tous les acteurs qui sont sur le territoire parisien, soient en mesure de rénover jusqu'à 40 000 logements privés par an à partir de 2030. Donc, aujourd'hui, on est en 2021, bientôt 2022. On a une période de 8 ans qui va nous permettre d'accélérer pour être à ce rythme-là à partir de 2030 et le tenir jusqu'en 2050. De cette manière, on aura rénové 100% 100% des logements. C'est l'objectif pour diviser par deux finalement notre consommation énergétique. Et donc, il faut que ces rénovations soient le plus globales possible pour vraiment faire baisser un maximum la consommation énergétique. Et puis, juste un petit chiffre, on en rénove, vous le connaissez peut-être, c'est combien on en rénove aujourd'hui par an à Paris? on est aux alentours de 3000, 2 000, 3 000, je pense. Ouais. Donc on voit la marche à monter quand même pour arriver La marche est énorme et bien sûr, ça va être, et tout le monde l'a déjà compris, c'est que tout le monde va devoir participer à ça. La ville de Paris va pas pouvoir soutenir 40 000 rénovations par an. L'APC ne pourra sans doute pas suivre ce que les copros qui représentent 40 000 logements par an, mais on a les professionnels qui travaillent déjà et qui vont renforcer leur activité là-dessus. On a les syndics qui vont se renforcer. Voilà, tous les acteurs de la copropriété doivent se renforcer pour que finalement on soit en mesure de prendre en charge cette quantité
sans qu'une seule personne, un seul groupe puisse le prendre en charge à 100%. Donc, c'est vraiment un travail collectif. C'est un objectif extrêmement ambitieux aussi, hein. C'est l'objectif qui nous permettra de respecter les objectifs à 1,5 degré des COP successives. Donc, c'est très ambitieux, mais c'est extrêmement nécessaire aussi. Donc ça, c'est le cadrage un peu en termes d'énergie. Et puis aujourd'hui, la ville de Paris est en train de travailler sur son futur plan local de l'urbanisme qu'elle souhaite bioclimatique. Bioclimatique, ça veut dire qu'ils répondent pas seulement aux enjeux de patrimoine et de l'énergie, mais qu'on y intègre aussi le rafraîchissement en été, la végétalisation, la biodiversité, tous ces sujets qui sont finalement très très importants en ville. Et donc le bilan a été produit cette année et discuté et présenté aux Parisiens. Là, on est en cours d'élaboration du projet d'aménagement et de développement durable qui va un peu fixer le cadre développement durable de ce programme local de l'urbanisme. L'objectif, c'est que le règlement soit rédigé à la fin de l'année pour qu'il puisse être présenté en enquête publique courant 2023. Donc, j'invite les personnes qui nous écoutent à participer à l'élaboration du PLU, puisque c'est vraiment un levier très, très fort de transformation de la ville et qui permettra de renforcer la rénovation énergétique aussi du parc. Vous faites un petit bruit, je crois, Antoine, avec un stylo ou quelque chose. Il faut désolé. faire attention, ouais, ça lâche le stylo. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant, surtout que c'est extrêmement participatif. Il y a des enquêtes publiques, il y a on peut vraiment participer à l'élaboration de ce PLU et mettre les curseurs là où il faut, donc pour pouvoir vraiment rénover le parc tout en préservant le patrimoine, bien sûr, parce qu'on ne peut pas non plus modifier le caractère de la ville de Paris qui est vraiment extrêmement patrimonial. Oui. Pour les copropriétés, le PLU, qu'est-ce que ça va changer finalement le PLU s'applique à tout le monde, hein, que ce soit tertiaire, copropriété, bailleurs sociaux, équipements publics. Donc, ce que ça va changer aujourd'hui, il est en cours d'élaboration. Donc, les orientations, elles sont vraiment très, très fortes en ce qui concerne le développement durable. Donc, on peut imaginer que les obligations pesant sur les copropriétés vont se renforcer à travers le PLU. Après, le PLU, il ne traite pas des changements de chaudière ou des petits travaux, mais si vous avez un projet global, le nouveau PLU pourra sans doute vous orienter vers un projet qui soit à la fois performant énergétiquement, mais qui soit aussi durable sur les autres aspects du développement durable. Et il vous aidera sans doute à vous adapter au changement climatique, à avoir du confort d'été, des choses comme ça. Donc, c'est assez intéressant à suivre. Oui, on va y revenir. Frédéric, on avait dit aussi, peut-être, Antoine a commencé à en parler, de 40 000 logements par an à partir de 2030. Bon, on est aujourd'hui plutôt, j'ai bien retenu, autour de 4 000. Peut-être on peut donner quelques chiffres clés sur le parc parisien pour finir de brosser ce tableau au niveau de la rénovation énergétique. Oui, tout à fait. Déjà, de quoi on parle? C'est quoi le parc de copropriété parisien? C'est un peu plus de 40 000 copropriétés, 43 500 copropriétés pour un peu plus d'1 million de logements. Donc l'essentiel du logement à Paris est en copropriété. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de pavillons, il y en a quelques-uns, mais ils sont quand même assez rares. Et donc le reste du logement se passe dans le parc social qui représente à peu près 20% du logement. Donc 80-20 pour la répartition. Donc ça, c'est pour quelle est la cible. Et après, l'enjeu, ça va être de rénover chacun de ces immeubles. Pour le moment, où est-ce qu'on en est? Nous, on a ce qu'on appelle l'Observatoire Coach CoPro. D'ailleurs, vous avez le petit logo dans l'autre, là, ici. Là. Coach CoPro, c'est la marque de l'APC pour parler de copropriété. Donc, on suit toutes les rénovations réalisées, l'avancement de chacun de ces copropriétaires. Aujourd'hui, on a enregistré un peu plus de 184 millions d'euros de prestations réalisées par des copropriétés, dont à peu près un peu moins de 10%, 14 millions d'euros qui sont sur la prestation intellectuelle, réalisation d'audits, de diagnostics techniques globaux, de missions de conception maîtrise d'œuvre, et puis le reste en travaux, donc à peu près 170 millions d'euros de travaux réalisés dans les 6-7 dernières années. Donc ça, c'est pour les volumes en cours. Ce qu'expliquait Antoine, c'est qu'il va falloir fortement accélérer le rythme, et donc du coup, ça veut dire un développement du volume de travaux à réaliser. Le facteur à atteindre en termes d'accélération, c'est de l'ordre de x10, voire peut-être même x20 sur le rythme de rénovation. Donc on voit qu'il y a encore un énorme saut d'échelle à faire.
Ça fait un peu peur quand on se sent concerné par le sujet énergie-climat. Pour se rassurer, ça vaut le coup de regarder ce qu'il en était il y a de ça quelques années. Les premières rénovations exemplaires réalisées en copropriété, elles remontent à pas si longtemps finalement, elles remontent à moins de 10 ans. Je me souviens par exemple de la place d'Aligre, où on a eu des belles opérations de réaliser. C'était les toutes premières, livraison de 2011-2012. Longtemps, on les a comptées donc, sur les doigts d'une main, ces opérations exemplaires. Avec Éco-Rénovons Paris, donc avec le soutien de la ville de Paris, on a déjà fait un vrai saut d'échelle, puisque maintenant on compte en centaines. L'enjeu, c'est de compter en milliers. Donc il y a encore une grande marge. Et puis peut-être aussi où est-ce qu'on en est en termes de parce qu'on parle beaucoup de rénovation en général, donc entendons-nous sur un peu l'objectif. L'objectif, c'est d'atteindre le plus possible des rénovations énergétiques globales et performantes. Ça veut dire qu'il ne s'agira pas juste de traiter un lot de façade, un plancher bas, un calorifugage, un changement de chaudière, mais bien de traiter l'ensemble des postes qui sont émetteurs d'énergie, enfin qui sont de la déperdition énergétique. Donc, c'est plusieurs lots de travaux. Et alors, aujourd'hui encore, et peut-être on en parlera d'ailleurs un peu après aussi de ça, la majeure partie des copropriétés qui ont réalisé des travaux ont fait 1 ou 2 lots, quand il faudrait en faire 3 ou 4. Donc, aujourd'hui, sur Paris, on dénombre 43 copropriétés qui sont arrivées à quelque chose déjà de très, très haut niveau, puisque elles sont à un niveau bâtiment basse consommation. Donc, 43 pour à peu près 250 qui ont réalisé des travaux déjà assez complets, mais pas encore mais où il y a encore du potentiel, quoi. Ça, c'est depuis quand? Nous, on suit le marché de façon précise depuis 2013. Ouais. Et après, bon, on est encore sur des tendances. Je ne peux pas vous dire qu'on est sur un suivi exhaustif. Aujourd'hui, je pense qu'on est au courant de tout ce qui se fait. Mais il y a peut-être 4-5 ans, ce n'était pas encore forcément aussi structuré. Ok. Alors, on avait effectivement, Frédéric, peut-être continuer encore une petite minute, si tu veux bien. On avait également parlé de plan pluriannuel de travaux, là, pour faire un peu écho au PLU, parce qu'il y a deux choses qui arrivent, hein. Il y a le PLU qui concerne vraiment la ville de Paris, même s'il y a d'autres collectivités aussi qui ont leur propre PLU, mais là, on parlait du PLU de la ville de Paris. Et puis, il y a le plan pluriannuel de travaux aussi qui vient changer des choses pour les copropriétés, et puis ça va arriver très rapidement, ça, c'est 2023, je crois, hein. En effet, oui, alors ce dont on parle là, c'est les suites de ce qu'on a appelé la Convention citoyenne pour le climat. Donc, vous vous souvenez, les 150 citoyens désignés au hasard pour représenter la population française et voir qu'est-ce qu'il y a à faire pour aller vers la neutralité carbone. De cela est sortie la loi climat résilience. Et dans cette loi climat résilience, donc si je ne me trompe pas, ça c'est sorti pendant l'été, il y a une innovation qui traînait déjà, on avait déjà entendu pas mal parler, ça sera d'intégrer et d'obliger les copropriétés à se doter d'un plan pluriannuel de travaux décennal. Et cela, alors pour les obligations, elles arrivent progressivement. Ça va être dès le 1er janvier 2023 pour les plus de 200 logements, donc pour les grosses copropriétés. Et puis après ça, on décline. L'année suivante, ça sera les plus de 50 logements. Et puis 1er janvier 2025, on sera sur toutes les copropriétés. L'idée, c'est que les copropriétés doivent écrire quel est le plan d'action sur 10 ans de travaux à réaliser. Pour réaliser ce plan d'action, il faut partir d'une évaluation énergétique et architecturale. Et ça doit être soumis aux copropriétaires. L'idée, c'est de sortir un peu de la controverse qu'on a bien souvent sur dans quel ordre on gère les travaux. Est-ce que je fais tout d'un coup, et donc on va tout de suite vers une rénovation globale, ou est-ce que je le fais par phase, par tranche? Bien souvent, ces sujets-là ne sont pas tellement traités en copropriété, ça reste un peu une discussion de techniciens. Et souvent, on arrive sur du coup par coup, et il y a un peu même un jeu de je suis copropriétaire pour un temps. Donc, qu'est-ce qui va me tomber dessus pendant la période où je vais être copropriétaire, et puis comment je me débrouille pour que les travaux qui vont coûter plus, je les laisse à la personne qui suivra. Donc là, l'idée, c'est de poser une information beaucoup plus claire et créer du consensus dans les copropriétés pour qu'on sache sur les 10 ans qui viennent qu'est-ce qui va tomber. Et du coup, que les copropriétaires, tant les personnes présentes dans l'immeuble que celles qui envisagent d'acheter ou de rentrer dans l'immeuble, soient au courant de ce qui se dessine.
Ouais. Là, si donc on voit que ça va être un gros changement, et puis aussi il y a une contrainte qui arrive aussi pour les bailleurs, hein, qui pourront plus mettre à la location les bâtiments qui seront qui sont des passoires thermiques. Hein. Ce sont les logements qui sont dans des bâtiments qui sont des passoires thermiques. Antoine, si on regarde sur un projet, on avait dit qu'on pourrait aussi parler d'un cas concret, hein, pour rentrer dans. Là, on a fait un tour d'horizon, un peu de chiffres, de cadrage réglementaire. Si on regarde sur un cas concret, on avait parlé des orgues de Flandre sur lequel il y a une grosse rénovation qui a eu lieu. Ouais, je voulais vous le présenter parce que c'est un sujet qui est exemplaire, alors reproductible, pas partout, mais qui est particulièrement intéressant. En fait, on a un groupe qui est qui est près de l'avenue de Flandre, dans le 19e arrondissement, qui s'appelle les Orgues de Flandre. C'est qui est un immense pâté de maison, si on peut simplifier, qui est à la fois constitué de logements sociaux et de copropriétés. Alors, il y a un premier, tout autour, il y a des bâtiments à 7-8 étages, et puis on a 4 IGH euh, au milieu de cette zone. En 2015, en fait, le bailleur social qui détient 2 tours a lancé une rénovation énergétique de toutes ces façades, enfin de ces 2 tours. Et il a abouti à un projet extrêmement performant sur ces 2 tours. Elles ont été livrées il y a quelques années. Et puis, on avait les 2 copropriétés finalement qui regardaient ça un peu d'un œil un peu, je sais pas comment dire, inquiet dans le sens où on avait deux magnifiques IGH entièrement rénovés d'un côté, et puis leurs deux tours des années 70 qui commençaient sérieusement à ne plus être vraiment avoir un aspect un peu dégradé. Et le souci de cette zone, c'est que on est quand même dans des quartiers avec des revenus assez limités pour les gens, et les propriétaires étaient des profils sociaux identifiés. Et donc, on a accompagné ces copropriétés-là. La première à vraiment avancer, c'est la tour Cantat, qui a à peu près 180 logements. Alors, elle est en cours de travaux actuellement, donc c'est vraiment, ça a bien fonctionné. Et puis, sauf que dans l'accompagnement qui a commencé en 2014 avec l'Agence parisienne du climat, on a vite vu que les caractéristiques sociales allaient être compliquées pour financer les travaux. Et donc, on a accompagné avec l'APC, puis avec un opérateur spécialisé, cette copropriété-là pour aboutir à un programme de travaux de 10 millions d'euros. C'est pour vous dire que des programmes à 10 millions d'euros, ça existe aussi sur le territoire parisien. Et grâce à la ville de Paris et surtout à l'Agence nationale de l'habitat, on a pu venir les aider financièrement à hauteur de 5,6 millions. Voilà, on a une tour entièrement rénovée qui est en cours de travaux là. Alors, je reviendrai sur les travaux. Si je fais le calcul, Antoine, 10 millions, ça fait 53 000 euros par logement, là, en termes de travaux. Est-ce que c'est ça? Oui, alors on peut en parler tout de suite des travaux. Et les IGH, c'est un véritable souci, hein, parce que souvent, quand on arrive sur un IGH, on va effectivement avoir l'isolation thermique par l'extérieur à faire, tous les systèmes, les menuiseries, la ventilation, etc. Mais souvent, on a aussi les ascenseurs, le désenfumage, les façades peuvent être amiantées. Donc, en fait, on a effectivement des budgets très, très importants pour pouvoir remettre la tour entièrement à niveau. Raphaël nous dit les IGH, oui, il faut dire ce que c'est. C'est un acronyme, c'est les immeubles de grande hauteur. Hein, c'est Ouais. ensuite combien d'étages est-ce que vous avez 50 mètres. 50 mètres, hein, ouais. Donc voilà, donc c'est vraiment alors les immeubles de grande hauteur rencontrent toutes les mêmes difficultés, sauf que suivant la population à l'intérieur, ça va être plus ou moins difficile de faire les travaux. Et donc sur la tour Cantat, on est parvenu à faire un magnifique projet. On est au-delà du BBC et les copropriétaires sont vraiment ravis. Alors ils sont ravis d'avoir voté le projet. Les travaux sont en cours, donc en ce moment ils sont peut-être un petit peu moins ravis. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la tour Cantat ayant réussi son projet, la tour Fugue, qui est aussi une tour de copropriété qui est voisine, et ben, elle s'est aussi lancée dedans. Et Raphaël la connaît bien, donc, puisqu'elle est accompagnée par Île-de-France Énergie pour son projet. Et il me semble qu'elle devrait voter ses travaux en 2022. Oui. Alors, ouais. Pardon, Antoine, je vous laisse dérouler. Alors, simplement pour vous dire que la crise Covid a quand même eu des conséquences très importantes, puisque on a eu des arrêts de chantier qui ont fait augmenter les coûts, et aujourd'hui, on a des gros problèmes d'approvisionnement. Donc, par exemple, sur la tour Cantat, il y a des difficultés pour récupérer un certain nombre de radiateurs et de menuiseries.
ainsi que du bardage qui arrive un peu au compte-gouttes. Et donc, ça allonge les chantiers, ça renchérit les coûts. Et puis, ça tape un peu sur les nerfs des copropriétaires qui voient le chantier se rallonger, mais ça permet, enfin, en ce moment, on avance quand même, mais un peu plus lentement que ce qu'on aurait pu souhaiter. Ouais. On voit, Frédéric, que ce que disait Antoine, c'est il y a un élément déclencheur, c'est les subventions, en tout cas les aides qu'il peut y avoir. Alors peut-être qu'on peut faire un petit focus sur les aides, sur les subventions pour enclencher le mouvement sur les audits et les missions les missions de conception, puisque la mairie et l'APC, là, vous êtes moteur là-dessus. Oui, en effet. Alors, les subventions, quel beau sujet, quel vaste sujet qui bouge tout le temps, on se perd tout le temps. Donc déjà, premier message, c'est que si vous avez un projet, contactez l'APC, on va vous aider au cas par cas à vous dire à quoi vous avez droit. L'actualité du moment. Alors, d'une part, on a le MaPrimeRénov' copropriété au niveau de l'ANA, qui est assez intéressant et qui est bon de connaître parce que ça permet de quand même pas mal simplifier les plans de financement pour les travaux. J'y reviendrai pas, ce ne sera pas le sujet de maintenant. Si vous êtes sur le début d'un projet, il y a des passages qui nous semblent presque incontournables. Si vous n'êtes pas encore sûr, si dans la copropriété, il y a besoin de créer un consensus autour du sujet des travaux. Nous, on va vous encourager dans ce cas-là à réaliser ce qu'on appelle un diagnostic technique global, qui est la meilleure façon de se rendre compte qu'est-ce qu'il y a à faire dans l'immeuble, combien ça va coûter et dans quel ordre on peut traiter les sujets. Donc, diagnostic technique global, et celui-ci va être aidé à hauteur de 5 000 € forfaitaires par copropriété qui s'engage dans la démarche. Donc, vous avez droit, si vous êtes copropriétaire parisienne et que vous voulez faire un DTG, à ces 5 000 €. Pour ça, contactez l'APC. On va vous demander de respecter 2-3 critères. Bon, c'est pas très compliqué. En gros, on vous facilite le parcours en vous montrant un peu le cahier des charges type pour aller chercher les entreprises. On va vous donner les listes d'entreprises qui savent faire ça. Et puis, on vous aidera pas à pas dans la démarche. Donc, 5 000 € forfaitaires pour le DTG. Ça, c'est si vous n'êtes pas déjà sûr de faire des travaux, qu'il y a un sujet un peu de cadrage et de partage au sein de l'immeuble. Si vous savez que vous devez avancer vers un projet de rénovation énergétique globale, dans ce cas-là, vous allez passer à la mission de conception maîtrise d'œuvre. Et là-dessus, ce n'est pas une aide de la ville de Paris, c'est une aide de la métropole du Grand Paris qui est de 10 000 € forfaitaire pour la copropriété. Et donc là, même point d'entrée, vous contactez l'Agence parisienne du climat ou nos collègues d'ailleurs si vous n'êtes pas parisien, et puis on vous aidera à engager tout ça. Ouais. Parce que finalement, celles qui ont plus besoin d'aide ou de début, c'est peut-être les petites copros. Et donc, parce que finalement, les coûts d'audit et de mission de conception sont plus importants quand on le rapporte au logement. Est-ce qu'on peut le résumer comme ça? Alors, en effet, oui, on peut le résumer comme ça. C'est plus simple d'aller chercher des entreprises et des prestats quand on est un immeuble de 500 lots parce que tout simplement, on divise les coûts par 500 plutôt que par 10. Donc, de fait, c'est plus facile. Puis aussi, souvent, dans les grandes copropriétés, il y a une certaine habitude de faire appel à des prestataires, de gérer des contrats. Donc, voilà, globalement, c'est plus fluide. C'est vrai que quand on est une petite copropriété, on se sent plus vite isolé sur ces sujets-là. Et donc là, en proportion, puisque c'est un forfait, ça va être plus intéressant pour les petites copropriétés pour qui on va pas vous dire que ça va rien vous coûter, mais en tout cas, ça va vous coûter quelque chose de tout à fait à portée. Et quand on voit ce qu'on peut gagner à bien connaître l'état de son immeuble, je vous encourage largement à engager ce genre de démarche si ce n'est pas déjà fait. Ouais. Anthony, est-ce qu'il y avait d'autres choses là sur les aides, sur les enveloppes financières de la ville à apporter comme complément? Alors, simplement, on est quand même dans un moment assez exceptionnel dans le sens où l'État, via l'Agence nationale de l'habitat, s'engage très fortement pour la rénovation énergétique. Donc, on a des budgets disponibles pour la rénovation énergétique avec la prime rénov copropriété. Simplement sur les chiffres, nous, sur Éco-Rénovons Paris, donc notre précédente opération, on a mobilisé pour 26 millions d'aides publiques. Et l'Agence nationale de l'habitat, on a mobilisé 33 millions, donc on est quand même sur des gros budgets. Et donc pour 2022, aujourd'hui, on a 7 millions qui sont disponibles, juste pour 2022. Du côté de la ville, on ne connaît pas encore l'engagement de l'État, mais ça va arriver en janvier-février. Et puis, on va poursuivre cette action dans les années à venir. On est un peu suspendu au vote du budget de la ville de Paris, donc qui aura lieu en décembre pour l'année 2022. Mais d'ores et déjà, on sait qu'on va pouvoir continuer à accompagner les copropriétés à un bon niveau sur le territoire. Donc, alors, à quel niveau,
C'est ça la surprise du mois de décembre. Mais en tout cas, on va pouvoir continuer à travailler main dans la main avec l'Agence parisienne du climat et donc offrir finalement aux copropriétés qui sont accompagnées par l'Agence parisienne du climat une aide supplémentaire pour vraiment mener à bien des projets très ambitieux. Donc voilà, c'est un peu les engagements de la ville pour les années à venir. Voilà, j'ai un petit quiz, cher conférencier, pour vous, et pour le public aussi. Il nous reste encore une dizaine de minutes. Que je vous présente. Vous en avez parlé d'ailleurs, pas complètement. Hein. On va voir si vous êtes bien, si vous maîtrisez bien ce sujet. Donc il y a trois questions. Hein. La première, c'est pour qu'une copropriété puisse bénéficier de MaPrimeRénov', les travaux doivent permettre un gain énergétique de 35, 45, 52, 65%. Voilà, je vous laisse commencer à voter. Le mécanisme de la prime énergie obtenue via les mécanismes des C2E, le montant de la prime énergie obtenue via le mécanisme des C2E, Benjamin ne facilite pas la tâche, est proportionnel aux économies d'énergie visées par les travaux. Vrai ou faux? Et puis la troisième question, la prime énergie coût de pouce rénovation copropriété concerne uniquement le remplacement des chaudières fuel. Vrai ou faux? Allez, là on parlait un peu des aides. Je vous laisse voter, on vous laisse 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, je mets fin au vote et je vous partage les résultats. Bon, c'était pas tout évident. Vous les voyez, les résultats, Frédéric et Antoine. Alors, est-ce que pour une copropriété puisse bénéficier de MaPrimeRénov', les travaux doivent permettre le gain énergétique de 35%? Est-ce que c'est bien ça? C'est ça, oui. Bon, donc, ouais. Vous aviez à 79% répondu juste. On va y revenir. On va parler de rénovation globale juste après cette partie de quiz. Le montant de la prime énergie obtenue via le mécanisme des C2E est proportionnel aux économies d'énergie visées par les travaux. Vrai ou faux? Alors là, qu'est-ce qu'il fallait répondre? Est-ce que vous savez? Vous avez un doute? Vrai, je dirais. C'est vrai. Des calculs des kilowattheures QMAC, donc normalement c'est directement proportionnel. C'est vrai, c'est bien ça la bonne réponse. Donc vrai, c'est proportionnel effectivement aux économies d'énergie visées. Et puis la dernière question. La prime énergie coût de pouce rénovation copropriété concerne uniquement le remplacement des chaudières fuel. Vrai ou faux? Et là, c'est faux. C'est pas uniquement les chaudières fuel. Voilà, vous aviez répondu à 100%. Ben, bravo, cher public. Vous n'êtes pas trompé sur la dernière réponse. Et on a donc un public de connaisseurs. Je reviens sur la rénovation globale, là, puisqu'on a parlé sur les 35% d'économie d'énergie pour MaPrimeRénov'. Est-ce que c'est le conseil qu'on peut donner là, je vous pose cette question à tous les deux, de dire partez directement sur une rénovation globale, mais après je vais vous poser la question, mais pourquoi ce conseil-là? Et est-ce que c'est toujours faisable dans tous les immeubles? Frédéric? Ah là là, le vieux débat. Nous, on va vous encourager à avancer au plus loin que vous pouvez parce que c'est intéressant de plusieurs points de vue. Déjà d'un point de vue financier, parce qu'aujourd'hui, on a un système d'aide qui est très incitatif à faire la rénovation globale puisqu'on compte le pourcentage d'économie d'énergie atteint. Donc, en gros, vous aurez plus d'aide si vous allez au plus loin de ce que vous pouvez faire, donc faire du global tant que possible. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est une question d'usage. Et en gros, on n'est jamais très content d'avoir des échafaudages chez soi. Donc, quitte à faire des travaux, c'est plus gagnant si on fait l'ensemble. Ça fera moins d'embêtement plus tard. L'autre point, c'est un sujet, je dirais, plus technique et thermique. C'est que faire des économies d'énergie, faire de la performance énergétique, c'est quelque chose qui est très global. En gros, et chaque lot de travaux va influencer l'autre. Donc, un exemple que vous connaissez tous, c'est attention à ne pas isoler si on ne travaille pas la ventilation en même temps, parce qu'on va développer une étanchéité de l'immeuble, ce qui est bon en termes d'isolation, mais si on ne ventile pas au bon niveau, on peut se retrouver avec des problématiques de pathologie du bâtiment, notamment des questions d'humidité interne qui n'arrivent pas à être évacuées et qui du coup créent des moisissures. Donc ça fait beaucoup d'arguments qui plaident en faveur de faire du global, mais après ça, chaque cas et chaque immeuble est différent, a ses propres contraintes. Et puis même chose pour les habitants aussi. Donc bien souvent, la vie de l'immeuble fait que c'est plus simple de gérer lot par lot.
mais malheureusement, ça ne donnera pas le même niveau de performance in fine. Donc voilà un peu la discussion. Donc on n'est pas, pour que ça soit bien clair, je ne suis pas en train de dire il ne faut pas faire lot par lot. Je dis juste qu'il faut penser en fonction de ce qui est mieux pour l'immeuble et pour les habitants. Et Oui, voilà. il faut donner du temps, de la perspective. C'est vrai que le DTG, il répond aussi, hein. C'est aussi donner où est-ce que je vais, dans combien de temps et qu'est-ce que je vais faire. Exactement, exactement. Et le plan pluriannuel de travaux reste dans la même logique, hein. Xavier, tu disais tout à l'heure, ça va être une contrainte en plus. Enfin, oui, évidemment, mais pour des immeubles qui sont bien gérés où le DTG est déjà réalisé ou ce genre de choses, c'est vraiment que, enfin, quasiment vous avez déjà toutes les infos et c'est peut-être juste un peu les remâcher. Évidemment, pour les immeubles qui ne sont pas tellement gérés ou rien n'est suivi, et ben forcément, c'est une contrainte en plus qui va être subie et malheureusement, on le connaît, hein, souvent, il y a aussi l'effet on fait les choses juste pour répondre à la contrainte plutôt que pour le bien de l'endroit où on vit. Ouais. Antoine, il y a aussi effectivement sur les immeubles, en fonction d'immeubles, on en avait parlé, qui sont bien entretenus ou pas bien entretenus, il y a des différences qui s'opèrent sur la capacité à aller sur la rénovation globale. Bah absolument, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'aller sur une rénovation globale quand on a des fenêtres en mauvais état, un ravalement à faire, une toiture qui fuit et un plancher fuyard aussi. Euh, Là, ça devient tout de suite rationnel d'intervenir sur tous les lots. Quand on a une copropriété qui est entretenue en bon père de famille, si on peut dire, et que les choses sont faites au fur et à mesure de leur dégradation, effectivement, on a un immeuble qui, objectivement, fonctionne bien et ne nécessite pas forcément de gros travaux. Donc, effectivement, là, on va peut-être avoir une approche plutôt lot par lot qui ne permet pas d'atteindre des performances, enfin, les meilleures performances énergétiques. C'est pour ça que les plans pluriannuels de travaux, les DTG, ça permet aussi de s'organiser et peut-être de se dire, on n'est pas obligé de faire sa rénovation énergétique demain, hein. On peut la faire dans 10 ans, ça marchera aussi. On peut se dire, dans 10 ans, on va faire un grand programme d'isolation, on en profitera pour faire des nouvelles menuiseries et se projeter comme ça, c'est très utile. Les copropriétés bien entretenues, bizarrement, elles se projettent beaucoup moins que les autres. Et c'est cette logique-là qu'il faut vraiment faire intervenir pour se dire à quel moment on fait le cycle de rénovation le plus global possible pour venir vraiment isoler de manière vraiment la plus parfaite possible la façade, traiter la ventilation, traiter tous ces points-là à un moment donné, quoi. Donc il faut pouvoir se projeter et c'est quelque chose qui manque un peu à la copropriété. Et je pense que les modifications législatives permettront peut-être que ça s'améliore. Ouais. Je voulais vous donner, tiens, je fais un petit témoignage. Je voulais donner deux chiffres, vous savez, parce qu'aujourd'hui, on est à environ, cher public, à 10 tonnes, 11 tonnes, hein, si on veut être précis, de CO2 émis par habitant et par an. Alors, si on veut donner deux chiffres, j'avais fait le calcul, pour le logement, c'est environ 3 tonnes qui sont émis par logement et par an. Pour la voiture, une voiture qui fait 10 000 km, qui fait 100 grammes de CO2 au kilomètre, une voiture moyenne, hein, c'est environ 1 tonne par an et donc pour personne qui utilise la voiture. Et pour atteindre la neutralité carbone en 2050, on doit arriver à 2 tonnes. Donc, on doit passer de 10 à 2. Et donc, quand on met en regard les logements qui font 3 tonnes aujourd'hui, la voiture qui fait 1 tonne, on voit l'effort à accomplir pour arriver à cette neutralité carbone qui est colossale, hein. Peut-être pour parler des réseaux, Frédéric, on avait dit, oui, effectivement, il y a des changements dans les acronymes, les noms des réseaux. Est-ce que ça va changer quelque chose pour les copropriétaires? Je parle de FAIR, qui ça va plus s'appeler FAIR. Oui, en effet. Alors, on est habitué à avoir des changements de dénomination nationale avec chaque ministre, mais là, c'est une originalité cette année. On a un changement qui se fait avant les élections. Alors, l'Agence parisienne du climat ne change pas. Donc, si vous êtes parisien, parisienne, vous souhaitez avoir un appui de notre part, pas de problème. Vous nous contactez, vous faites Agence parisienne du climat sur un moteur de recherche et vous nous trouverez, ou sinon 01 58 51 90 20. De la même façon, Coach CoPro, c'est la marque de l'APC pour tout ce qui est accompagnement des copropriétés. Donc, même chose, si vous voulez nous contacter de cette façon-là, pas de problème, coachcopro.com et vous vous connectez et vous aurez contact avec nous. Par contre, on est intégré dans des réseaux nationaux. Et ce réseau national, donc jusqu'à présent, il y a longtemps, peut-être certains se souviennent de dénominations comme Espace Info Énergie. Donc, ça, c'était il y a très longtemps, mais voilà, on est toujours un Espace Info Énergie. Là, récemment, on était dans le réseau FAIR,
fer.gouv.fr. Et cette dénomination va changer pour maintenant s'appeler France Rénov. L'idée reste la même, le nom change parce que FER n'était pas assez repéré par le public. Donc du coup, maintenant, ça va s'appeler France Rénov, mais les appuis qu'on va vous apporter resteront les mêmes. Donc soit vous contactez directement l'APC, soit si vous n'êtes pas à Paris, vous allez faire fer.fr et bientôt France Rénov. Et tout ça, vous suivez le guide et tout vous ramènera à nous. Donc, et si vous voyez des publicités de France Rénov en début d'année prochaine, sachez que derrière, c'est l'APC pour Paris. Oui, ça c'est vous. Allez, une dernière question. On va en prendre une. On a parlé des C2E. Là, Léon nous posait une question sur les C2E. Il y a Thierry qui pose une question. Les objectifs sont ambitieux, hein, on l'a compris. Est-ce que les aides financières seront-elles pérennes? Se dirige-t-on vers plus d'aide ou moins d'aide? Alors, je vois en creux là, derrière cette question. Est-ce que j'attends? Est-ce que j'y vais maintenant? Voilà. Alors, moi, de ce que je vois, pour la ville de Paris, on va sans doute pouvoir aider au moins jusqu'en 2022, donc non, 2022, 2026, 4, bon bref. On a vraiment des budgets qui sont bien définis. Cependant, des gros budgets aussi pour les copropriétés un peu généralistes. D'un point de vue généraliste, c'est plutôt l'ANA. Et l'ANA, on sait qu'il y a un engagement budgétaire clair et précis en 2022. On pense qu'il y en aura un en 2023. Mais après, on ne sait pas. Donc voilà, je vous encourage à quand même venir vite parce que ça fait depuis on s'intéresse à la rénovation de la copropriété, on n'a jamais eu un meilleur moment en termes de financement de travaux et je suis pas sûr que ça puisse durer éternellement. Donc franchement, non, c'est un bon moment pour venir. Ouais. Oui, et puis il y a la crise sanitaire. Alors, il y a une qui a poussé aussi le gouvernement à mettre de l'argent pour accompagner la rénovation énergétique. Alors, il y a Muriel qui fait un petit constat, et puis on terminera là-dessus. C'est je suis un conseil syndical d'une copropriété, donc c'est un mot qui est positif, d'une copropriété de 1962 qui comporte 160 lots. Vous voyez tout ce message. Hein. Nous avons bénéficié de l'aide de Solia, coach copro de la ville de Paris et de l'ANA. Nous sommes en cours de réalisation d'un projet d'ITE à 3 millions d'euros. Les subventions sont de 1,5 million d'euros. Donc, on voit quand même, c'est 50% de subventions là sur ce projet. Nous constatons déjà les effets de l'ITE en froid ou en chaud. Super, continuez comme cela. Merci Muriel. On va donc terminer sur ce mot de la fin. Merci beaucoup Antoine et Frédéric pour cette participation à cette table ronde.